Est-ce que tu peux me citer un film ou une série d'animation de ton enfance ? Oui. Alors, moi, je suis un pur produit de la fin des années 80, donc je vais citer Dragon Ball, parce que voilà, le Club Dorothée, c'est un peu moi ce qui m'a initié à la télévision. Et c'est ce qui m'a marqué parce que c'était aussi l'arrivée des mangas. Donc moi j'ai grandi avec une littérature BD assez classique comme tout le monde, et puis d'un coup il y avait ces petits formats de poche qu'on pouvait acheter au bureau de tabac ou en grande surface et qui prolongeaient les dessins animés. Donc ouais, Dragon Ball. Est-ce qu'on valide cette référence ? Ça dépend jusqu'à quel tome. On va pas débattre plus. Est-ce que tu peux me citer ta toute première, en tout cas ton premier souvenir de ta BD, ton comics ou ton manga ? Or du coup, Dragon Ball Z. Alors, moi, c'est difficile parce que j'ai dû lire plein de trucs avant que ce souvenir apparaisse, mais moi, le moment, le petit point de bascule où je pense que la BD est devenue importante dans ma vie, c'est le Picsou de Don Rosa, et particulièrement un épisode en fait où on était dans quelque chose de très humoristique. Lire du Disney, c'était quelque chose que je faisais, et puis il y a un épisode en particulier avec un ton résolument adulte et un passage extrêmement émouvant, et en fait c'est le moment où je me dis oula, en fait avec ce médium là je suis en train de vivre une émotion vachement plus forte que ce que j'avais fait jusqu'à présent en lisant du Tintin, du Gaston ou autre chose, quoi. Pareil, on valide ? Vous n'avez pas le choix de dire oui. Hein. Ça dépend jusqu'à quel... Ouais, c'est ça. Un héros ou une héroïne auquel tu t'identifies ? T'as le droit de dire Batman. Non. Oh là, ouais, mais alors vraiment le gros classique. Non, mais c'est Spider-Man. Non, en vrai de vrai, c'est pas un héros de bande dessinée. Moi, c'est pareil. Mon adolescence a été marquée par la trilogie du samedi pour ceux qui ont notre âge. Donc non, moi c'est Buffy qui est trop bien. Forcément pas. Ok, je pense que c'est bon, c'est validé. J'avoue que ça met un peu les frissons. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce trailer et le choix un petit peu des passages, la musique, comment il s'est construit ? Alors pour le trailer, c'est un peu la musique en premier qui a un peu orienté les images qui allaient sur. En fait, Toxic Avenger a travaillé assez tôt sur la musique de l'album. Dès janvier, il a pu avoir accès à la version noir et blanc et puis a commencé à travailler dessus. Et alors ce qui est étonnant, c'est que il n'était pas super chaud pour partir sur cette musique qui fait pas très Toxic Avenger en fait en définitive, mais qui pour moi était vraiment dans une espèce de force, de motricité qui symbolisait bien la monade. Donc c'est en écoutant la musique qu'avec donc Yuzu Studio, qui est un motion designer très bon, et qu'on a établi le storyboard. Et l'idée, c'était d'être dans une forme d'étrangeté, qui est un peu, de toute façon, la ligne directrice que j'ai eue sur Silent Jenny. C'est-à-dire que le but, c'était de créer un monde le plus cohérent, le plus cohérent possible, mais sur lequel on n'est pas non plus une emprise totale. Dans Silent Jenny, il y a vraiment un discours écologique très important. Pourquoi tu t'es servi de la BD pour dévoiler autant de messages comme ça, sociaux, voire politiques ? Pourquoi tu as utilisé ça ?
Parce que chacune des BD part d'abord d'une espèce d'angoisse, c'est-à-dire sur un fait de société, sur quelque chose qui va m'interroger à un instant T, et notamment sur Silent Jenny. Moi, j'ai commencé à écrire le scénario après le Covid, et c'est un récit très post-Covid sur notamment tout le lien qu'il y a avec un système de santé qui s'est écroulé. Et au-delà de ça, sur l'écologie, on avait à répétition les rapports du GIEC qui arrivaient, une espèce d'urgence à agir qui s'est finalement jamais concrétisée. Et donc voilà, moi c'est toujours un peu ce point de départ, c'est d'avoir cette espèce d'interrogation, de l'appliquer à mon personnage principal, parce que moi c'est un peu quand même toujours comme ça que ça se passe, et que grâce à son évolution, moi je puisse construire une réflexion autour de ce point de départ pour arriver à une espèce de conclusion à la fin, de révélation ou d'apaisement en tout cas, et voilà. Et du coup, t'es apaisé maintenant ? Oui. oui. Non, mais typiquement, Silent Jenny, en plus, vu que c'est un travail sur 4 ans, il y a vraiment un effet thérapeutique un petit peu, parce qu'on suit ce personnage qui croit au monde d'avant, qui a l'impression qu'il va pouvoir reconstruire une espèce de monde idéal, et qui va être confronté à une réalité très décevante, et qui pour autant va devoir faire preuve de résilience pour retrouver, via notamment la collectivité, une espèce d'envie d'avancer. Donc voilà, son cheminement à elle, moi, correspond un peu aussi à mon cheminement et à ma réflexion tout au long de l'album. Bonjour, alors j'avais une question, ça part d'une citation d'une interview de Mamoru Oshii, le réalisateur de Ghost in the Shell, qui disait que lui, quand il travaillait, il trouvait d'abord le décor, l'univers. Ensuite, en second, l'histoire, et en troisième partie, il trouvait les personnages. Et c'était en opposition à la méthode généralement aux États-Unis, où c'était l'inverse. Les personnages, l'histoire, puis les décors. Est-ce que, du coup, toi, si déjà tu avais conscience de ça, est-ce que tu te reconnaissais là-dedans ? Et sinon, est-ce que l'exercice où tu te situerais pour chaque album, en fait, ou en général ? Voilà. Je serais plus sur la première option, à savoir penser à l'univers, au monde, au décor, avant de réfléchir à l'histoire et ensuite aux personnages, dans la mesure où les personnages ils suivent pas justement le modèle américain du voyage du héros. Il n'y a pas une destinée qui les attend, et le but n'est pas à la fin qu'ils soient transformés pour être spécialement meilleurs, mais simplement d'être un peu plus déjà en paix avec eux-mêmes ou en paix avec le monde qui les entoure. Donc plus première option, et d'autant plus que encore, c'est un peu ce que je disais au début, mais moi il y a l'envie de dessinateur et la problématique qui viennent en premier. Là c'était la disparition des abeilles en l'occurrence, mais c'est un peu ça qui va driver ensuite l'ensemble du récit. Donc en l'occurrence le personnage de Jenny, il arrive même après l'histoire entre guillemets, parce que lui c'est un peu le vaisseau qui va permettre aux lectrices, aux lecteurs de suivre la progression de pensée, et donc le fait d'être dans cette espèce de quête sans sens avant de trouver quelque chose de mieux dans le collectif. Donc ouais, d'abord l'univers. Merci, je pense qu'on peut encore applaudir Mathieu Bablé.